C'était la météo sur France 3, avec la station Les Contamines Montjoie. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue pour ce journal des Alpes. Au sommaire ce soir, Charlie Hebdo, un an après le massacre de l'émotion est toujours forte et le souvenir de cette journée dramatique du 7 janvier intact parmi les citoyens et les policiers pris encore pour cible aujourd'hui à Paris. Nous en parlerons avec notre invité Yannick Biancheri, il est responsable syndical des policiers en uniforme à Grenoble. Polémique autour de l'aéroport d'Annecy. Le conseil départemental veut développer l'activité et accueillir de nouvelles entreprises. Les riverains redoutent un trafic aérien plus important avec les nuisances qui vont avec. Et puis toute la force du dessin de presse au service de l'environnement. Le musée de l'eau de Pont-en-Royan rassemble des planches de dessinateurs qui alertent sur la fragilité de la planète bleue grâce à l'association Cartooning for Peace. Dans votre édition nationale à 19h30 présentée par Carole Gessler, une tentative donc d'assassinat à Paris ce matin. Un an jour pour jour après les attentats de janvier, un homme a été abattu par les policiers. Un commissariat du 18e arrondissement de Paris a été attaqué par un homme porteur d'une arme blanche et d'un dispositif explosif factice. Et puis Patrick Henry va-t-il retrouver la liberté? Le parquet vient de faire appel de la libération conditionnelle accordée ce matin. Patrick Henry est en prison depuis 40 ans pour le meurtre d'un enfant, un crime qui avait révulsé la France dans les années 70. Il y a un an, jour pour jour, l'horreur saisissait les Français à l'annonce de l'attentat contre Charlie Hebdo. Que faisions-nous à l'heure où nous avons appris la nouvelle, ce moment où la stupeur a arrêté le geste que nous étions en train de faire? La plupart d'entre nous a un souvenir précis du lieu où il était ce jour-là. Frédéric Lefrançois et Vincent Abran ont recueilli les souvenirs de Grenoblois. Jusqu'à présent, le 7 janvier était un jour comme les autres dans le calendrier des Français. Le jour de la Saint-Raymond pour les plus informés. Et puis, il y a eu le 7 janvier 2015 et les attentats de Charlie Hebdo. Et depuis, ce 7 janvier est devenu un jour particulier. Je suis tellement abattu que j'arrête de bosser, je me mets à pleurer dans un coin en disant c'est pas possible. Et j'ai toujours les unes de Charlie qui sont dans le restaurant, donc je commence à regarder ça et je dis il faut que j'en trouve une de Cabu immédiatement, et j'en trouve une qui a 40 ans, qui dit l'armée rend con. Mais c'est cette année, ce 7 janvier pour moi, et je suis maintenant, j'ai pas de 14 juillet au fond de moi, mais j'ai un 7 janvier. Le propriétaire de ce restaurant l'a appris par un coup de téléphone, pendant que ce commerçant était mis au courant par ses clients affolés. Voilà, on a pris comme ça, des bouches à oreille, comme on dit. Et après, malheureusement, quand je rentre à la maison, je prends conscience de la gravité des choses à travers la télé. Et c'est quelque chose qu'on a très présent ici. Je devais être au travail, mais c'est sûr qu'en écoutant la radio, on a appris ça et que on s'est tous arrêtés, quoi. On s'est dit, mais vraiment, où est-ce qu'on va, quoi. Il y a un an, le 7 janvier, pour une grande majorité des Français, le temps s'est arrêté. Et aussitôt, on s'en souvient, le besoin de réagir, de se rassembler s'est fait sentir partout pour faire bloc contre la barbarie. Les rassemblements se sont multipliés jusqu'à provoquer d'immenses mouvements dans toutes les villes des Alpes et du pays. Anne Diard. Dans les Alpes comme ailleurs, c'est la stupeur. Et quelques heures seulement après l'attentat de Charlie Hebdo, les gens ont éprouvé le besoin de se rassembler. Comme ici à Grenoble, 5000 personnes se sont retrouvées place Félix Poula en silence. Je suis rien, je suis personne, mais je suis révoltée, voilà. Lecteur ou non de Charlie Hebdo, tout le monde se sent révolté par l'attaque djihadiste. Et dans de nombreuses villes, petites ou grandes, des hommages aux victimes sont organisés jusqu'à la grande marche républicaine du 11 janvier. Ça sent l'union, ça sent la force et c'est ce qu'il faut montrer dans ces cas-là, quoi. On a la chance d'être dans un pays libre et je pense que ça, c'est quelque chose qui ne peut pas être mis en cause. Plus de 20 000 personnes dans les rues de Chambéry, autant à Annecy et 110 000 à Grenoble, du jamais vu. Policiers et journalistes étaient côte à côte en tête de cortège. Les représentants des communautés religieuses défilaient aussi, main dans la main. Nous sommes venus dire combien nous étions attachés à la liberté, c'est le mot qui nous rassemble aujourd'hui. C'est vrai pour dire aussi non à la violence,
non à l'extrémisme, non au radicalisme. Je ne dis pas le radicalisme musulman, mais tout type de radicalisme religieux. C'est pas ça la spiritualité de ce que nous vivons, nous, 99,9% des croyants. Tous unis contre la barbarie et pour la liberté d'expression. Dans les Alpes, jamais un événement n'avait autant rassemblé. Et nous recevons sur le plateau de France 3 Alpes Yannick Bianchieri. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes délégué syndical unité SGP Police à Grenoble. Vous étiez, vous aussi, dans le défilé. Ce 7 janvier, ça vous a marqué ? Oui, bien sûr. Bien sûr, j'y étais en tant que citoyen, en tant que policier. D'abord, c'était une première où on a pu voir des policiers défiler devant, en tenue, en portant une banderole. Ça a été un geste fort. Et moi, bien sûr, en tant que civil derrière et policier en même temps. Une tentative de meurtre a eu lieu ce matin dans le 18e arrondissement de Paris. Un homme qui a attaqué des policiers en uniforme. Vous avez l'impression, vous avez le sentiment d'être pris pour cible, qu'il y a ce risque qui croît ? Oui, bien sûr, on est une cible. D'abord, ça a été annoncé partout qu'on est une cible d'actes terroristes. On le voit dernièrement avec cette tentative d'agression avec un couteau de boucher, mais aussi on l'a vu le 7 janvier quand notre collègue Ahmed Meravet a été exécuté dans la rue, froidement. La collègue policière municipale aussi dans le dos, froidement. Bien sûr qu'on a conscience qu'on est une cible. Ça provoque une tension supplémentaire. Vous avez déjà beaucoup de travail avec l'état d'urgence. Quel est l'état mental, psychique des policiers, de vos collègues aujourd'hui ? Fatigués, épuisés, moralement, psychologiquement. Vous savez, derrière un policier, derrière une tenue, il y a un homme, une femme, il y a un père, une mère. Voilà, on a tout ça à engendrer. On a rassuré nos familles, mais aussi rassurer la population. On est policier, donc on a assuré la sécurité de nos concitoyens, mais aussi on doit assurer notre propre sécurité. Donc tout ça, c'est un amalgame de choses qui font qu'on est usé, psychologique, fatigué, moralement, physiquement, parce qu'on a moins de congés, vu l'état d'urgence, ça a été réduit drastiquement, bien qu'on a un ministre qui a pris les devants, qui a été au courant et qui a insisté pour qu'on ait l'une des deux fêtes, ce qui n'était pas forcément le cas. Par contre, on a une hiérarchie grenobloise, pas forcément au même diapason qu'avec le ministre, et qui accentue la pression sur les policiers. Et justement, les moyens, est-ce que vous les avez aujourd'hui pour assurer votre travail, tout simplement ? Non, on est en manque de moyens. On a eu des annonces. Le 7 janvier, on a eu des annonces à la suite de ce qui s'est passé. Par contre, on a eu des annonces, on a eu des budgets qui ont été votés pour avoir plus de matériel. Par contre, on est dans un état où, une fois qu'on a voté un budget, il est facile de les geler, de les dégeler en fin d'année. Et maintenant, on a à avoir ces budgets, mais le temps entre l'annonce et les faits, c'est un an et demi. Pas de modification donc sur le terrain à cette heure-ci. Vous aviez réclamé depuis déjà 3 ans des mesures d'assouplissement pour l'usage des armes en état de légitime défense. François Hollande en a encore parlé aujourd'hui. Vous en êtes satisfait ? Oui. Les annonces de François Hollande ? Oui, bien sûr qu'on en est satisfait. La légitime défense, c'était une des choses que l'on a portées en priorité. Ça, avec le port de l'arme permanent. La légitime défense, bien sûr, vous savez, on est une situation ubuesque. Si on était tombé sur les fers Kouachi à la sortie de Charlie, si les policiers étaient là, s'ils avaient fait usage de leur arme sans que les frères Kouachi ne les voient ou ne leur tirent dessus, là, la foudre de la justice aurait pu tomber sur les collègues policiers. Donc là, vraiment, il y a des situations ubuesques et il faut que cette annonce soit suivi après de textes précis et nous donnant les moyens, parce qu'une annonce, ça reste une annonce, on attend de voir les précisions. On suivra cela. Merci beaucoup Yannick Bianchieri d'être venu sur notre plateau. Ce qui fait la une ce soir aussi, c'est cette saisie d'armes de guerre chez des collectionneurs par les gendarmes de la section de recherche de Grenoble. Fusils d'assaut, pistolets, mitrailleurs ou carabines de guerre. Les armes ont été commandées sur Internet. Le reportage de Cédric Picot et Jean-Pierre Rivet. Un pistolet mitrailleur Scorpio, un fusil d'assaut VZ58, une carabine semi-automatique. Les acheteurs isérois auraient cédé en toute bonne foi à une lubie qui sévit chez certains collectionneurs. Des armes de guerre en vente sur le site internet d'une firme slovaque. Pour une centaine d'euros, il est possible d'y acquérir une arme démilitarisée selon les normes locales, mais jugée illégale en France. Ces armes, qui ont été démilitarisées à la façon slovaque, par exemple, peuvent être, je ne dirais pas facilement, mais peuvent être remilitarisées. Et c'est le danger. Donc on achète des armes qui sont neutralisées. En France, on les remilitarise et puis on peut évidemment les vendre ou en faire un mauvais usage. C'était le cas pour Amédi Koulibaly. Les 8 et 9 janvier dernier, c'est avec des armes achetées en Slovaquie et remilitarisées que le terroriste avait sévi à Montrouge et à l'hypercachère de la porte de Vincennes. Un événement dramatique qui retombe aujourd'hui sur le monde des collectionneurs. À partir d'avril 2016, un règlement européen durcira encore plus la neutralisation des armes automatiques de collection. Elles seront alors totalement inopérantes.
on ne pourra plus faire ça, ça sera totalement soudé et la culasse va être changée par un bloc de ferraille. Le chargeur va être soudé, en fait ça sera un presse-papier un peu encombrant. Donc ça perdra totalement son intérêt de collection puisque ça ne fonctionne plus. C'est un petit peu comme si on décidait qu'une horloge du XVIIIe siècle, on devait souder le mécanisme et que ça fasse plus le tic-tac. En attendant le nouveau règlement européen, la justice française joue la fermeté contre toute forme de circulation et d'importation d'armes en France. Tout acheteur d'armes démilitarisées en provenance de Slovaquie risque la confiscation complète de sa collection, une forte amende et une peine de 5 ans de prison. Les chauffards italiens et français recevront désormais leurs amendes à domicile. Cette information est à lire sur notre site internet France 3 Alpes. Les amendes arriveront directement dans leur boîte aux lettres qu'ils commettent des infractions routières à l'étranger dans les deux pays en vertu d'un nouvel échange transfrontalier d'informations. Justice avec de la prison ferme prononcée à l'encontre des supporters ultra du club de Saint-Étienne. Ils avaient saccagé le buffet d'un mariage d'un supporter lyonnais avant de se rendre compte qu'ils s'étaient trompés de cible. Le marié était un homonyme de la personne visée, ancien supporter stéphanois passé à l'OL. Hier, 9 d'entre eux ont été condamnés à des peines allant de 1 à 3 ans de prison avec du sursis assorti. L'accusé originaire de Vienne en Isère a lui été relaxé. Le football à Lyon, c'est l'inauguration du grand stade de l'Olympique lyonnais où se rendent de nombreux fans de foot alpin. La couverture de ce stade hors norme a été réalisée par la société iséroise Serge Ferrari. Découverte de cette nouvelle antre du foot avec Sophie Valzecchi et Christian Konksiker. Première foulée sur la pelouse du nouveau stade de l'OL. Première touche de balle pour les joueurs. Première impression. On se croirait un petit peu en configuration Coupe d'Europe quand on se déplace à l'étranger, notamment dans de grands stades où à la veille du match où on s'entraîne dans un stade vide, mais dans une enceinte qui est souvent assez prestigieuse. Donc on avait un petit peu ce sentiment-là. Ce matin, joueurs, entraîneurs, équipes techniques ont visité leur nouveau lieu de travail, les vestiaires, les salles de soins et des kilomètres de coursives. Votre impression, vous le connaissez déjà Non, je ne le connais pas, non, je le découvre. Alors Magnifique. Dans les gradins, ceux qui ont fait la gloire du club ne résistent pas à immortaliser ce moment. C'est quelque chose de magnifique. J'aurais bien aimé jouer ici. Voilà, il y a Fleury qui est avec moi là et il me dit la même chose parce qu'on ne peut pas être mauvais dans ce stade. Sur le bord de la pelouse, les journalistes prennent aussi leur marque. Ils découvrent les lieux enfin terminés. C'est vraiment beau. Ça manque à mon goût un tout petit peu de verticalité. Je m'attendais à quelque chose d'encore plus chaudron, enfin, en tout cas plus vertical, plus proche. Anglais. Ça fait un petit peu, oui, ça me fait un peu penser au Stade de France, en modèle un peu réduit. C'est un bel endroit, impressionnant. Maintenant, l'inconnu, c'est l'ambiance. Et ça, on verra samedi si ce stade gronde, si le public est derrière son équipe, si ça fait du vacarme, si ça fait du bruit. Et là, on ne sait pas. Réponse samedi à 17h. Lyon reçoit 3. Les 59 000 places ont été vendues. Les riverains de l'aéroport d'Annecy s'inquiètent à l'annonce d'un projet de développement de l'aéroport. Le conseil départemental compte investir 5 millions d'euros pour accroître l'activité dont l'aviation d'affaires. Les voisins de l'aéroport redoutent des nuisances supplémentaires. Reportage Joël Serroni et Christian Mathieu. C'est un homme d'affaires qui rentre chez lui à Dublin, en Irlande, un habitué de l'aéroport d'Annecy. Comme lui, ils sont 20 000 chaque année à emprunter cette piste de décollage. Une piste qui les amène en quelques secondes au-dessus de l'appartement d'Antoine Calfaillant. Si on nous annonce encore des nouvelles arrivées d'avions, c'est sûr que ça deviendra infernal. Les associations de riverains sont vent debout contre un projet d'investissement annoncé par le conseil départemental. Pas question de devenir une annexe de l'aéroport de Genève saturé. On ne veut pas que Genève se déleste de son aviation d'affaires sur un petit aéroport comme ça et avoir 25, 27, voire 30 jets par jour qui décollent et qui passent à 50 mètres dans des immeubles d'habitation, je vous assure que c'est quand même assez impressionnant. Actuellement, ils arrivent ici, après ils prennent un hélicoptère pour aller à Tignes, Courchevel, Val d'Isère. Tout ça, ça n'apporte pas grand-chose au point de vue économique à l'agglomération, mais nous, on en supporte les nuisances.
Un avis que ne partage pas Christian Monteil, bien décidé à soutenir et à développer l'activité de cet aéroport, propriété du département de la Haute-Savoie. Il nous rapporte environ 250 000 € par an, c'est la contribution que SNC-Lavalin apporte au département. Et vous voyez qu'un investissement de 4 ou 5 millions d'euros sera amorti sur une vingtaine d'années. Donc ce n'est pas une opération coûteuse pour le département, c'est un investissement à terme et c'est un investissement sur l'économie, sur l'emploi, sur l'activité. Sur cette zone, le département aménagera des parkings et des voiries. À proximité, un espace sera réservé à la construction de hangars, financés par des entreprises de maintenance aéronautique ou d'aviation d'affaires. Un développement raisonnable et raisonné selon les élus départementaux qui misent à terme sur la création d'une 50aine d'emplois. Des délégués syndicaux CGT venus de toutes les montagnes de France sont réunis depuis hier pour les rencontres nationales du syndicat CGT des remontées mécaniques. Et l'ordre du jour est chargé avec le manque de neige, le chômage technique de nombreux saisonniers en début de saison, les négociations salariales ou les problèmes de logement. Antoine Fatiga, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes le secrétaire général CGT des remontées mécaniques et en particulier donc responsable des employés saisonniers. Mauvais début de saison pour les saisonniers. Oui, tout à fait. Mauvais début de saison. En fait, les saisonniers ont été la variable d'ajustement du manque de neige. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons très tôt écrit aux différents préfets pour obliger les employeurs à mettre en œuvre l'activité partielle, ce qui permet par contre-coup aux saisonniers d'avoir un bout de rémunération et de pouvoir rester dans les stations en attendant que la neige tombe. Et qu'est-ce qu'il en a été alors ? Alors, ce qu'il en a été, c'est que très peu d'entreprises l'ont fait. En gros, on peut estimer que sur les 120 000 saisonniers qui aujourd'hui couvrent notre département, l'Isère, la Haute-Savoie et l'Isère... 120 000 saisonniers. 120 000 saisonniers, donc on peut estimer qu'à peu près la moitié d'entre eux n'ont pas du tout été embauchés pendant les 15 jours d'hiver. Donc ils ont dû rentrer chez eux alors pour partie, ils sont rentrés chez eux. Il y en a beaucoup des locaux qui ont fait autre chose. Mais donc c'est pour ça que nous disons, première chose, les saisonniers ne sont pas les variables d'ajustement des aléas climatiques. Il faut qu'on trouve des solutions. Ces solutions-là, nous les avons déjà travaillées depuis un moment. L'année dernière, on nous a bassiné avec l'histoire de la loi des 30 ans de la loi montagne. Il devait y avoir quelque chose pour les plus précaires. Aujourd'hui, il n'y a rien. Et c'est ce que nous allons d'ailleurs dire au cours des 2 jours. Est-ce qu'il y a des mesures compensatoires possibles ? Oui, bien sûr. Il suffirait que chaque entreprise fasse appel à l'activité partielle. Et à ce moment-là, avec la solidarité nationale, ça permet aux saisonniers d'avoir un revenu et donc de pouvoir vivre et travailler au pays. C'est ce que nous allons dire, nous, à l'occasion des 2 jours de grand ski qui vont se dérouler à Chambéry le 26 et 27 janvier. Et nous appelons d'ailleurs les saisonniers à nous rejoindre pour dire la précarité, ça suffit. Il faut absolument que ça change, et au moins pour les plus précaires. Il y avait un statut du travailleur saisonnier, un temps envisagé avec la recommandation entre les stations balnéaires et les stations de ski. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ? En fait, c'est le rapport d'Anicet Le Pors qui date aussi de presque de 30 ans, pas tout à fait, mais quand même, qui devait être mis en œuvre. Aujourd'hui, il n'y a rien qui est fait. Et on sent bien que la précarité pèse encore plus sur des gens qui sont déjà par essence précaires. Donc c'est pour ça que nous, on dit, ça suffit. Les chiffres d'affaires des remontées mécaniques, comme des centres de stations, n'arrêtent pas de grimper. Eh bien, au moins de ce point de vue-là, faisons quelque chose pour les saisonniers, pas uniquement pour eux, mais y compris pour les questions de concernant le logement des saisonniers, il y a 2 ans, 2 jeunes étaient morts dans leur fourgon de manière tragique sur la station de la Clusaz. Est-ce que depuis, vous avez vu des améliorations ? Non, rien. C'est pour ça que je crois qu'à un moment donné, il faut qu'on sorte des discours, il faut qu'on aille vers du concret. C'est ce que nous voulons dire, nous, aux professionnels de la neige, aux professionnels de la montagne, en disant aujourd'hui, il ne peut pas y avoir de qualité du tourisme sans qualité sociale, et nous voulons cette qualité sociale. Merci beaucoup, Antoine Fatiga, pour avoir répondu à nos questions. Sur le marché du matériel de ski, le ski de randonnée est encore loin de détrôner le ski alpin, mais il est en plein essor avec une progression des ventes de 30% ces dernières années. Les amateurs de glisse sont de plus en plus nombreux à vouloir fuir la foule pour s'évader en montagne, sans compter les économies sur les remontées mécaniques. Les explications de Xavier Schmitt et Didier Albron. Nous, on va pouvoir vous proposer dans les faiseurs historiques de la randonnée. Plusieurs centaines de paires de skis sont vendues chaque hiver dans ce magasin de matériel de sport. Le rayon ski de randonnée est de plus en plus fourni. Les amateurs viennent dénicher les spatules idéales, pas trop lourdes pour la montée et assez rigides pour la descente. On recherche ce qui n'existe pas, c'est-à-dire le matériel extrêmement léger et qui est très performant à la descente. Voilà. Alors il faut forcément trouver un compromis. Le ski de randonnée est de plus en plus prisé. Le marché ne représente encore que 3% des ventes de ski en France, mais il progresse de 30% par an depuis plusieurs saisons. Pour répondre à la demande, les fabricants proposent des skis adaptés, polyvalents. Aujourd'hui, les fabricants ont réussi à
à nous faire des skis avec une très bonne skiabilité, des skis plus larges, donc qui passent dans toutes les neiges difficiles, avec un poids raisonnable. Voilà. Et ça a beaucoup évolué aussi au niveau des fixations, donc avec des fixations qui sont de plus en plus légères. La tendance se confirme chez un nouveau fabricant implanté dans le massif de la Chartreuse. Particularité, le bambou et le bois qui composent le noyau des skis. Et sur 10 modèles, 2 sont dédiés à la randonnée, ou plutôt à ce qu'on appelle la free rando. Ce qu'on va rechercher, c'est des notions de bien-être, fitness, sportive, qu'on n'a pas forcément dans le ski alpin. Même si le ski alpin est très sportif, le ski de randonnée, il y a une notion cardio qu'on n'a pas forcément dans le ski alpin. À l'origine, la randonnée se pratiquait surtout au printemps. Ce n'est plus le cas. Les skieurs se lancent dès les premières neiges. Après l'effort, le plaisir de la glisse hors piste, en pleine nature. Et justement, y a-t-il des skieurs de randonnée chez nos voisins de la grande région, Auvergne-Rhône-Alpes? Aujourd'hui, direction le Lioran, au cœur de la chaîne des volcans d'Auvergne, une station posée entre 1200 et 1800 mètres d'altitude. La neige est enfin là, les écoles de ski retrouvent le sourire et les classes de neige. Claude Bernard et Lydie Rib. Paloma, tu peux y aller. Regarde, il y a de la place. On éloigne un peu les pieds. Lilou, c'est parti. Pascal entame sa 30e saison au Lioran. Aujourd'hui, il encadre des écoliers venus de la région de Limoges. La semaine a débuté sous les meilleurs auspices. Mais depuis hier, avec plus de 60 cm de neige fraîche, le travail se déroule dans d'excellentes conditions. La saison est enfin lancée. C'est du bonheur, surtout après une période des vacances de Noël qui a été un petit peu difficile, avec certes du travail, mais dans des conditions compliquées pour nous, avec 4 pistes d'ouvertes. Un très gros travail de la station que l'on a souligné, mais un manque de neige. Cette année, cette école de ski a investi 90 000 € dans l'installation de ce tapis roulant. Une vingtaine de moniteurs sur la soixantaine qui y travaillent en pleine saison sont déjà à pied d'œuvre. Il faut dire que la plupart sont des pluriactifs et que pour une majorité d'entre eux, la saison au Lioran reste la principale source de revenus. Là, on peut dire que la saison démarre vraiment dans des conditions excellentes. On est prêt à accueillir les classes de neige. C'est une grosse période pour nous, toute la période entre les vacances de Noël et les vacances de février, où on accueille pas mal de groupes de classes de neige. C'est important pour la station parce qu'on a souvent une grosse activité pendant les vacances scolaires. C'est vrai qu'entre les deux, c'est pas toujours très facile. Donc c'est important de pouvoir les accueillir dans les bonnes conditions pour pouvoir pérenniser cette activité. Au Lioran, 2 autres écoles de ski fonctionnent. Les 3 devraient donc être opérationnelles le week-end prochain. Car si le temps le permet, l'ensemble du domaine skiable de la station devrait ouvrir. Et l'on part pour finir au musée de l'eau à Pont-en-Royant. L'association Cartooning for Peace, Dessin pour la paix, fondée par Plantu, y propose une exposition sur la thématique de l'eau, un thème d'actualité qui du coup offre l'avantage de remettre sur le devant de la scène ces dessinateurs de presse et leur humour corrosif tellement nécessaire. Denis Vinaud-Duguet et Jean-Pierre Rivet. Avant d'arriver au musée de l'eau de Pont-en-Royant, l'exposition a pris naissance en novembre 2013 au pavillon de l'eau à Paris. Elle s'articule en 5 parties autour de problématiques du XXIe siècle, la pollution, les écosystèmes en danger, la baignade, le pétrole et la radioactivité, le tout au travers de 80 dessins de presse réalisés par 26 auteurs de 14 nationalités différentes. C'est très fort, hein, le dessin de presse, l'humour je dirais en 4 coups de crayon et une idée à la base, bien sûr. C'est la force du trait et de l'idée. Et on dit beaucoup de choses. C'est une exposition, je trouve, qui est très très parlante, très marquante, qui a beaucoup d'impact. Isérois, dessinateur de presse, membre de Cartooning for Peace, Pierre participe à l'exposition. Ami intime de T-News, tué lors de l'attentat de Charlie, il témoigne aujourd'hui du changement de regard du public sur ces porteurs d'idées qui parfois dérangent. Jusqu'à maintenant, les gens nous considéraient comme des dessinateurs de petits Mickey. Et puis maintenant, depuis 1 an, les dessinateurs sont devenus des héros, entre guillemets évidemment, et puis des cibles. Et on nous regarde avec un regard différent. J'ai l'impression qu'on nous regarde différemment. Aujourd'hui, Pierre a décidé d'aller à la rencontre du public et notamment des jeunes dans les écoles et les lycées pour parler de son métier. Il n'y a pas plus virtuel qu'un crayon qui tournicote sur une feuille de papier et puis tout à coup il y a des personnages et des idées qui surgissent
Et c'est bien de l'employer, c'est bien de le faire connaître, c'est bien de faire voir aux jeunes gens que c'est un mode d'expression merveilleux. SOS, le dessin de presse prend l'eau, une exposition aux actualités multiples à découvrir jusqu'en septembre prochain au musée de l'eau de Ponton-Royan. Et avant de refermer ce journal, je vous rappelle ce qui a fait la une de cette édition. La saisie d'armes de guerre chez 2 collectionneurs de Grenoble et de Saint-Égrève. Des carabines, des fusils d'assaut achetés sur Internet, démilitarisés, mais qui sont susceptibles d'être mis en état de marche et revendus, selon le procureur de la République de Grenoble. Un marché sensible, ciblé par les forces de l'ordre dans le cadre de l'état d'urgence. Et puis, je vous rappelle le risque avalancheux sur les Alpes actuellement, désormais au-dessus de 2000 mètres. Le manteau neigeux est constitué par un empilement de couches successives qui reposent sur des sous-couches très fragiles. La plus grande prudence est donc recommandée. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Demain midi, c'est Daniel Despins que vous retrouverez. Et puis à 19h, ce sera Florine Heba qui aura le plaisir de vous présenter ce journal. À très bientôt et belle soirée à tous.